Donc je tiens d'abord à me présenter, Philippe Boissonnet, je ne suis pas le conférencier attendu. Jocelyn Fizet donc n'a pas pu venir, un empêchement de santé lui a fait annuler sa présence, mais je lui ai dit, étant donné que c'est un bon ami, je vais au moins pouvoir lancer le PowerPoint puisque tout est prévu, le travail est déjà fait. Et puis, j'en ferai pas autant que toi, et je ne ferai pas non plus la période de questions, probablement. Donc, on va lancer le PowerPoint, puis merci aux personnes présentes. Quelle éco-énergie pour repenser et diriger le système de l'art? Donc, Jocelyn Fizet est artiste qui était au départ un peintre, et qui n'est toujours un peintre, mais qui a changé de manière de produire son art suite à un événement important dans son parcours artistique. Comme il l'a signalé ici, après un incendie qui s'est développé dans son atelier, il a tout perdu, toutes ses peintures. Il a donc dû reconsidérer sa propre pratique artistique de peintre. Ça date déjà, donc 1984. Et il a repensé sa manière de produire et la question de la production d'objets d'art s'est transformée en création d'actions artistiques qu'il appelle nomades, éphémères et relationnelles, suite à un événement du hasard. Donc il s'est posé une question assez fondamentale, existentielle. Pourquoi est-ce que je ne conserverais pas l'essentiel, peindre, me concentrer uniquement sur l'acte de peindre, sur la gestuelle du peintre et remplacer un manque, le manque à la consommation de l'objet qu'il critiquait déjà, par la présence de l'artiste en train de peindre. Et peu de temps, assez rapidement, donc, il a transmué sa pratique de peinture en pratique d'intervention sur la place publique, parmi le public, avec en arrière-fond l'idée de limiter la production d'objets en art qui font partie de cette tendance générale de la surproduction d'objets et qui par contre lui permettait de pouvoir augmenter la production du sens dans la société. Il appelle cela, donc comme il le dit, c'est un parcours utilisant peu d'énergie et peu de matériaux qu'il réutilise même sur 3 décennies de création, en particulier cette tente dôme qu'il a suivi dans ses interventions nomades, dans laquelle il pouvait même dormir, sous laquelle il peignait et repeignait et représentait différemment lors d'actions performatives. Ici, on voit des photos qui datent d'une présentation en Pologne. On en voit d'autres ici où il peignait en direct dans différents endroits. Donc, on voit l'exemple de Sardaigne, Italie, dans des festivals liés à la performance ou de l'intervention plus de type action-intervention dans l'espace public. Et on voit donc que sa toile de tente est devenue sa toile de peintre. Au fur et à mesure des invitations, au fur et à mesure de ses pérégrinations d'un lieu à un autre, beaucoup peut-être en Europe, mais pas seulement, on voit Cameroun, France, New York, Japon. Il a utilisé différents moyens aussi adaptés aux périodes, le Polaroid, comme il le souligne, le télécopieur, l'homme sandwich, structure d'homme sandwich, le ruban adhésif, aujourd'hui ruban adhésif d'électricien qu'il utilise encore aujourd'hui dans différents projets, dont on le voit ici en pleine action sur une des photos, en train d'utiliser le ruban sur des vitrines, qui reprennent d'ailleurs la forme assez, leitmotiv pour lui, de la tente dôme, de la sphère tente dôme. Alors là, il rentre dans une présentation un petit peu plus de réflexion théorique. Je pourrais difficilement prendre sa place à ce sujet. Il nous souligne que quand la peinture d'avant-garde affirmait des valeurs nouvelles, que cette affirmation de cette construction n'avait besoin d'aucune autre justification que la destruction apparente de la tradition. Car, comme l'a écrit Thierry Deduve dans son livre Nominalisme pictural, cette destruction n'est qu'apparente. Ce qui est abandonné l'est parce qu'il est déjà mort, assassiné non par les peintres, mais par les conditions historiques, sociales, économiques, technologiques qui, depuis l'industrialisation, ont fait de la peinture un métier impossible. Il souligne comment espérer que les choses changent lorsque l'on répète les mêmes manières de voir et de faire, tant en art que dans le reste de la société. Pensons-y, que se passe-t-il
Lorsque, après avoir signé un pacte pour la décroissance ou manifesté pour le climat dans les rues de Montréal, qu'arrive-t-il lorsque tout le monde retourne au boulot ou à un congrès, comme d'habitude? Qu'arrive-t-il au climat lorsqu'on retourne à la réalisation d'un film, à la mise en scène d'une pièce de théâtre et de cirque, ou qu'on se concentre à l'écriture de son énième roman ou essai? Qu'arrive-t-il à l'eau, l'air et le soi pendant que l'on anime une émission de télé, de radio, qu'on réalise une publicité d'automobile ou un podcast, qu'on diffuse sur le web nos découvertes culinaires, ou encore qu'on améliore notre stratégie marketing pour la rentrée télévisuelle, médiatique, culturelle? Que se passe-t-il lorsque l'on travaille fort à compétitionner pour une bourse, un Félix ou un César? Beaucoup de questions qui soulèvent notre interrogation. Seulement modifier notre comportement personnel en privé, à la maison, comme composter, recycler, manger moins de viande, ne suffit plus. Cette fois, nous devons nous atteler à modifier nos choix et nos actions dans nos propres sphères d'activité, dans notre propre sphère d'influence, au sein de nos métiers respectifs. Ne passons-nous pas la moitié de notre vie active, sinon les 3/4 au travail? C'est là, plus que dans nos vies personnelles, que nous agissons. Nous prenons des décisions et sommes confrontés à la majorité des problématiques qui font problème. Le productivisme, la compétition, la performance des corps et des cerveaux, le marché et sa fabrique infinie d'objets. Ce qui fait problème. C'est là que se développent les technologies et leurs théories qui ont ou auront un impact sur le reste de nos vies et les prochaines générations. Là est la masse critique nécessaire au changement. On ne fait pas attention aux intervenants les plus crédibles qui, de toutes parts et de tous les secteurs de l'activité humaine, appellent à un changement de paradigme. Nous n'allons pas assez loin, crie-t-il même, en écrivant en gros. On pense qu'il suffit de se dire écolo pour l'être, qu'il suffit de se dire artiste pour la paix, artiste engagé, de manifester ou de poser des actes qui choquent pour changer le monde. On a profondément intégré le fait que créer, c'est produire. Produire, c'est créer. Ainsi, on en arrive au moment où une majorité de créateurs du domaine réputé des arts visuels aiment mieux se draper de l'étiquette d'entrepreneur ou de chercheur plutôt que de se dire simplement artiste. Libérons l'art de sa chape productiviste pour qu'il exulte en imagination pure. Il n'est plus de mise de se dire artiste engagé simplement parce qu'on donne à voir ce que l'on représente des feux de forêt dévastateurs, que l'on représente des développements industriels anarchiques ou une nature très hypothéquée ou des espèces en voie d'extinction, ni même d'illustrer le monde comme on considère qu'il devrait être. On assimile faussement le fait de représenter ou d'énoncer les tares et les travers de la société à un changement réel, à changer cette société, à un engagement réel, à changer cette société. Les bottines, comme on dit, doivent suivre les babines, c'est-à-dire qu'il faut pousser plus loin l'engagement vers le militantisme pour que toutes les actions dans nos vies, dans notre environnement, mais surtout au sein de notre métier répondent à tout ce que l'on dénonce. Libérerons-nous l'art de sa charge productiviste pour qu'il exulte en imagination pure, ni entrepreneur, ni chercheur, ni artiste engagé, mais devenons artistes militants. Voilà, depuis plus de 30 ans, alors là c'est lui qui parle, je pose des gestes de rupture. La rupture est un concept phare pour un artiste. De mon point de vue, c'est une obligation, la rupture. Malheureusement, les artistes procrastinent depuis trop longtemps au point où, du côté de l'innovation artistique, sociale et politique, ils sont en rupture de stock. Ironie. Il faut poser des actes d'une si complète audace que même ceux qui les réprimeront devront admettre qu'un pouce de délivrance a été conquis pour tous. Citation de Claude Gaubreau. Je m'inscris alors en faux face à tout utilitarisme de la création artistique, faisant de l'artiste un producteur entrepreneur, un chercheur, un engagé, alors que l'urgence demande le sauvetage de l'imaginaire humain. L'art doit demeurer inutile. Poussons un peu plus loin sa dématérialisation afin de répondre aux défis de l'Anthropocène. Ici, je crois qu'il y a peut-être une vidéo, j'en suis pas certain.
Citation de Julia Steinberger, chercheuse en économie, écologie et militante politique. C'est un lien, donc on ne peut pas y aller. On continue. Après 3 décennies de rupture, je vis une grande fragilité psychologique. Je suis dans l'incapacité de me présenter devant vous. C'est lui qui parle, effectivement, on le voit. C'est clair et il faut le prendre en considération, car ce congrès crée en moi une véritable dissonance cognitive. Et vous-même, devriez-vous être ici, en caractère gras. Peu de matière, peu d'énergie, sauf peut-être l'énergie du désespoir, ce qui n'est pas rien. La vérité, c'est que je suis d'un autre temps, je suis du futur, invisible à la masse du présent. Alors pour un temps, nous ne créerons plus de grandes œuvres, seulement nous aurons un imaginaire plus pur. Citation, peut-être pour conclusion, de Hervé Fischer, qu'on a écouté tout à l'heure, co-organisateur du colloque. Ce sont les artistes les plus lucides, les plus enclins à questionner notre société, les plus volontaires dans leurs refus, leurs contestations, leurs espoirs. Ce sont les artistes qui pensent le plus, qui créeront l'art de demain. Et ils rechercheront les modalités esthétiques les mieux capables d'exprimer ces idées. Et le voici en action devant son travail. Je propose des solutions d'artistes à des problèmes de société. Bon, donc c'est terminé, je vous remercie. Il n'y aura pas de questions, mais ma foi, je pense que ça va être intéressant que sa présentation ait pu être faite quand même et que ça puisse être vu par d'autres personnes ensuite en ligne sur YouTube.